France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. 2 Fauves d'or du meilleur album à Angoulême pour sa série Pascal Brutal, puis pour le premier volume de l'Arabe du futur. Grand prix du Festival d'Angoulême cette année, c'était la 50e édition. L'auteur, illustrateur de bande dessinée, Riyad Sattouf, est aujourd'hui l'invité du club. On a connu l'héroïne des Cahiers d'Esther en 2016. Elle avait alors 10 ans. Elle en a aujourd'hui 17 dans un 8e tome paru hier chez Alary Éditions. Réalisateur des Beaux Gosses avec Vincent Lacoste, notamment l'acteur, l'ami à qui il a aussi consacré une bande dessinée. Riyad Sattouf embarque son héroïne, Esther, cette fois-ci dans les couloirs du lycée et dans les méandres toujours de l'adolescence. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Sacha Mattei, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère avec Ruben Karmazine à la technique. Et bonjour Riyad Sattouf. Bonjour Olivier Gilbert. Bonjour, bonjour. Vous êtes déjà majeur. Depuis longtemps, oui. C'est vrai. Mais Esther, pour elle, c'est bientôt. C'est bientôt, c'est dans un an. Dans un album, en fait, elle aura 18 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va quitter le nid? Est-ce qu'elle va s'émanciper de son géniteur, c'est-à-dire de vous? Ou est-ce que vous allez continuer à la coucouner façon Tanguy? Le projet des Cahiers d'Esther, en tout cas l'idée de base, c'était de la suivre jusqu'à ses 18 ans. Donc l'album de ses 18 ans sera le dernier. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où elle devient majeure, elle est un peu responsable pénalement des propos qu'elle va tenir. Et je ne veux pas être le vecteur de problèmes potentiels. Non, mais voilà, je me disais que c'était plus rigolo. C'était une sorte de contrainte que je m'étais imposée de connaître la fin. Voilà, de la suivre jusqu'à cette porte-là qu'on franchit un jour, les 18 ans, où on se retrouve complètement adulte, quoi. Par rapport à la société, ce que je veux dire. Voilà. Ouais. La société vous considère comme adulte. Est-ce que vous pensez qu'elle en sera moins intéressante une fois qu'elle aura passé ses 18 ans? Alors ça, c'est compliqué. Je sais pas. Alors c'est vrai que avec le temps qui passe, j'ai commencé à me rendre compte qu'elle avait beaucoup changé quand même au fur et à mesure des albums. Quand elle était petite, elle était très volubile, un peu innocente, naïve, en même temps très cruelle. C'est-à-dire il y avait une sorte de violence qu'elle arrivait très très bien à faire passer. Avec le temps plus elle avance en âge et plus elle est consciente en fait d'elle-même. Elle est aussi consciente du succès de la série des Cahiers d'Esther. Et elle prend le melon un peu. C'est compliqué parce que quand elle était petite, elle était très populaire en primaire. C'était vraiment la petite peste un petit peu, voilà. Évidemment, là, à 17 ans, elle a un peu pris le tsunami de l'adolescence dans la tête avec les hormones, etc. Donc, elle est moins populaire, on va dire. Donc, voilà, elle est plus cynique, je dirais. Voilà. Esther, elle existe et elle n'existe pas en même temps. Elle est à la fois réelle et le fruit de votre imagination. Alors, c'est vrai que cette bande dessinée a inspiré d'histoires vraies que me raconte une jeune fille, voilà, qui existe réellement. Mais alors, je l'échange quand même vraiment beaucoup, c'est vrai, pour pas qu'on puisse la retrouver dans le monde réel. Et je modifie beaucoup de choses, mais ça part toujours quand même d'un terreau réel, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas inventer. Bon, vous n'étiez pas dans un lycée parisien du 17e arrondissement, plutôt bourgeois à l'époque. Est-ce que c'est néanmoins le genre de fille sur lequel vous auriez pu craquer? Ado, non, non, je pense pas, parce que je pense Esther, c'était pas votre style. C'est pas une question d'avoir un style, mais je pense que j'étais complètement inadapté, disons, au lycée. Je craquais sur personne, parce que je faisais des dessins toute la journée. Et j'étais... je pense que je l'aurais détesté, moi, pas. Par contre, voilà, elle appartenait plutôt à la catégorie des gens un peu à l'aise, qui vont à des fêtes ou des choses comme ça. Et ça a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cette bande dessinée. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais essayer de m'intéresser au point de vue des gens que je ne connaissais absolument pas quand j'étais moi-même étudiant. Voilà. J'étais plutôt du côté des... On appelle ça aujourd'hui des sans-amis ou des intellos. Je sais pas. Ouais. Et néanmoins, si on en croit Riyad de l'Arabe du futur, vous aviez un imaginaire, une énergie psychique, comme vous le racontez, débridée et uniquement dévolue à la production de pensées sexuelles fantasmatiques. Hein.
Bon, comme tous les adolescents, je pense, hein. C'est vrai que Ça c'est vous un... désintéressait pas complètement, là, vous êtes en train de Ah non, nous... mais pas du tout. Mais là, non, c'est-à-dire en tant que personne, je pense que Ouais. voilà, c'est vrai que Esther, telle qu'elle est même dans mes albums, c'est quelqu'un qui m'aurait exclu, disons, quelque part, voilà. Et Mais qui je me vous serais exclu aurez-vous... moi-même Ouais. je me serais exclu moi-même de l'ordre social dans la classe. Vous savez, il y a toujours un moment où on prend le mouvement en marche, ou alors on reste à la marge. Moi, c'est vrai que quand j'étais ado, très vite, j'ai choisi le dessin comme une sorte de refuge. Puis c'était une passion, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que plutôt que d'avoir à faire l'effort d'aller parler aux gens, ou de se montrer sous un bonjour, ou de sourire, ou je sais pas, de faire un effort social, je préférais rester au CDI à faire des BD. Voilà. Ouais. C'est une histoire commune à beaucoup de dessinateurs. Elle vous aurait impressionné. Elle était peut-être arrangée dans la catégorie Pom-Pom Girl à l'époque. Oui, ouais, c'est ça, gens un peu matures, quoi. Ouais. Voilà, moi j'étais très immature, je pense. Alors Antoine, son grand frère, il a 20 ans, il est en école de commerce dans ce 8e tome. Il n'habite plus avec Gaëtan, son petit frère, avec Esther et avec leurs parents. Et elle le dit, Esther, j'avoue, l'indépendance, respect. Elle admire ça, l'idée que 2 ans après, lui est parti. À quoi elle aspire aujourd'hui, à 17 ans, presque 18? Comment elle imagine l'avenir, Esther, dans ces temps incertains? Oh, je crois que c'est une grande angoisse. C'est vrai que c'est quelque chose que je mesurais pas autant. Alors pour elle aussi, mais pour beaucoup de gens de sa génération, c'est vrai que ce qui me semble très compliqué, que j'ai pu observer à travers l'exemple d'Esther, c'est que la vie, en fait, et toutes ses promesses sont facilement visibles, disons, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, admettons, vous rêvez de devenir un écrivain, par exemple. Bah, vous voyez ce que c'est que la vie d'un écrivain. Vous voyez ce que c'est que le quotidien d'un écrivain, que les sommes d'argent qu'il peut gagner. Si vous rêvez de devenir milliardaire, bah, vous voyez ce que c'est que la vie d'être un milliardaire. Si vous rêvez d'être programmeur, voilà. Et en fait, le monde est assez désenchanté, quelque part, et donc il faut choisir ce qu'on veut faire, mais on voit déjà ce à quoi on aspire. Et donc c'est vrai que pour Esther, elle est très bloquée et elle voudrait redevenir un petit enfant. Et c'est vrai, quand elle était petite, dans les premiers albums, c'était amusant parce qu'elle était très pressée de grandir. Et aujourd'hui, elle n'est pas du tout pressée de quitter chez ses parents, en fait. Elle n'a pas pour autant envie de passer de l'autre côté du miroir. Ah Elle a non, beau pas du passer tout. sa journée, la tête dans son écran, dans son smartphone. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est-à-dire, il y a une sorte de découragement aussi, de se dire à quoi bon. Voilà. Puis en même temps, quelque chose de très positif, parce qu'en effet, elle a envie de voyager, par exemple, elle a envie de découvrir le monde, elle a envie de faire... Mais par exemple, professionnellement, elle se cherche énormément. Elle rêvait de devenir libraire, et puis son frère lui a dit que c'était nul, alors elle se pose des questions. Puis en même temps, c'est vrai que c'est très compliqué. Alors c'est marrant, parce que c'est hier soir qu'elle a eu les résultats de Parcoursup, comme beaucoup d'élèves, et donc elle sait à peu près ce qu'elle va faire l'année prochaine. Je le raconterai dans le prochain tome. Vous n'allez pas nous le dire. Non, c'est Elle un a eu secret. d'assez bons résultats en Oui, français. en plus, Elle c'est peut une très imaginer, bonne, c'est une très ouais. bonne élève, tout à fait. C'est une bonne élève, 14 à l'oral, 17 à l'écrit. Elle s'en sort plutôt bien. Alors justement, la première case de ce 8e tome nous raconte qu'elle songe à arrêter ses études, immédiatement suivie d'un MDR, ce qui veut dire mort de rire, ce qui veut dire aussi qu'elle n'y songe quand même pas vraiment sérieusement. Pas peut-être simplement parce qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Elle continue les études. Est-ce que c'est un choix volontaire, conscient, ou est-ce que c'est celui du désœuvrement? Ça fonctionne pour nous tous souvent comme ça. Et la BD s'ouvre sur sa rentrée en première, l'année du bac de français. Elle se termine sur le réveil qu'elle a d'ailleurs raccroché de son premier jour de terminale. On imagine donc que le 9e et dernier tome racontera ce parcours-là et les résultats de Parcoursup que vous ne nous avez pas encore révélés. Elle est intéressante là-dessus, parce ce rapport aux études aussi a beaucoup changé entre votre décennie à vous, Riet Satouf, les années 90, et la sienne aujourd'hui, hein. Oui, bien sûr. Alors c'est à la fois proche et c'est à la fois quand même très, 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 très différent. Il y a beaucoup de spécialisation. Je sais pas, on lui demande de s'intéresser à des choses très pointues, puis de les abandonner, etc. Puis alors professionnellement, elle doit faire ses choix très rapidement. Et alors elle est dans une filière générale, mais alors il y a énormément de... Par exemple, là, dans cet album, je raconte qu'elle a passé son BAFA et elle s'est retrouvée dans une association qui faisait des formations. Et alors absolument personne de tous les jeunes qui étaient là, personne n'était en filière générale. Et donc tout le monde la prenait pour quelqu'un d'une classe très très supérieure. Ils étaient
étaient tous en filière technique, etc. C'était des choses qui n'existaient pas du tout comme ça à mon époque. C'était un peu plus simple, je dirais. Vous, post-bac, vous avez toujours fait ce que vous vouliez faire, les beaux-arts, les Gobelins, tout ça, c'était voulu, c'était choisi? Oui, alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai été pris à tous les concours que j'ai passés, donc j'ai jamais eu d'obstacle, disons, à ma scolarité. Puis j'ai été boursier en fait, donc ça m'a permis, ça me permettait de payer un loyer, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'être très passionné très tôt et de vraiment savoir ce que je voulais faire très très vite. Voilà. C'est vrai qu'Esther, ce qui est amusant, c'est qu'elle est intéressée par plein de choses et passionnée par pas grand chose non plus, mais sa passion est diluée entre plein de sujets différents. Et comment choisir l'activité qui va être le centre de notre vie, c'est vertigineux. Oui, rétrospectivement, vous voyez ça comme une chance d'avoir eu une passion, de Oui. savoir ce que vous vouliez. Oui, bien Sans sûr. être sûr si oui ou non vous y parviendriez. Oui, Mais en bien tout sûr. cas, vous le saviez que c'était le dessin. Oui, bien sûr, oui, très très tôt. Et surtout, j'étais prêt. Disons que c'est souvent ce que je dis aux jeunes qui viennent me voir et qui me disent quel conseil vous me donneriez, je voudrais devenir dessinateur, etc. Je sais que moi, ce qui m'animait, c'était de faire des pages de bande dessinée, de faire des dessins, éventuellement de gagner de l'argent en échange, enfin, de les vendre à des éditeurs qui les utilisent. Mais je pensais pas au fait que j'allais pouvoir gagner ma vie avec. Disons que je m'étais fait tout un petit système où j'avais vraiment besoin de très peu d'argent pour vivre tous les jours dans un tout petit appartement. Donc j'avais pas de vie sentimentale, ce qui simplifiait beaucoup. J'avais pas de vie relationnelle, très très peu. Et donc je m'achetais à manger. Puis je me disais, ben voilà, je vendrais des dessins par-ci par-là. Je sais pas, je ferais des petites affiches pour des magasins, des trucs comme ça. Mais ça me suffisait. Enfin, j'étais heureux de dessiner. Voilà, j'avais pas d'ambition. Je rêvais pas d'avoir un appartement ou des trucs ou des biens matériels. J'étais passionné à l'idée de faire du dessin. Voilà. Vous rêviez quand même d'être publié, ça c'est Oui, ce que mais vous ça racontez fait partie aussi, de la chose, c'est ça. voilà. De voir votre nom sur la couverture d'une bande dessinée, d'un album, de pouvoir aussi aller le montrer, le présenter fièrement à votre grand-mère bretonne, qui est la première à avoir réellement cru en vous. Alors ce qui n'est pas évident, c'est qu'à cet âge-là, justement, il n'y a pas peut-être aujourd'hui d'école de bande dessinée réellement, hein. Donc vous avez commencé par des dessins plus académiques aux Beaux-Arts, et puis vous avez été au Gobelin. Là, c'est l'animation dans laquelle vous êtes notamment tombé, sans en garder un souvenir incroyable, hein. Non, mais c'est vrai que j'ai fait la formation en dessin animé des Gobelins, qui est une formation assez renommée, mais j'avais pas le niveau en fait pour faire comme les autres. Disons que c'était très technique et on apprenait à animer, vous savez, le style d'animation qu'on peut avoir dans les dessins animés de Disney, avec un acting. Il faut être un extraordinaire technicien pur en dessin pour faire ce genre de choses. Et moi, j'étais un peu, entre guillemets, dans la case mec qui veut être un artiste. C'est-à-dire, je faisais des traits un peu tremblotants, j'avais envie d'écrire mes propres histoires, j'avais pas envie de me mouler dans le style de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est vrai que j'avais un ego surdimensionné, c'est vrai. Non. C'est ma chance. Mais vous n'arriviez pas à vous trouver. C'était aussi ça. Oui, mais alors c'est drôle parce que quand je pense à celui que je suis devenu aujourd'hui, qui fait des bandes dessinées, etc., je suis pas très différent du type que j'étais à 14 ans, vraiment. Et c'est comme si à 14 ans, j'étais déjà le mec d'aujourd'hui, mais j'étais dans une antichambre, je sais pas, j'attendais que ça arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est à la fois cette idée de l'ego surdimensionné et en même temps du complexe et presque du sentiment d'imposture qui vous a toujours travaillé et vous semblez encore tirailler entre les deux. Ado, être publié, c'était un Everest inaccessible, avez-vous dit. Puis, au moment du Grand Prix d'Angoulême que vous avez reçu cette année, vous disiez passer après Druillet, Moebius, Bilal, c'était tellement abstrait et surtout totalement inconcevable. Vous vous en êtes pas totalement remis de ce sentiment-là d'imposture malgré je sais pas, on en est aux milliards de tomes vendus de l'Arabe du futur et des Cahiers d'Esther. Non, mais alors, c'est vrai que j'y pense pas. Des fois, je me dis, tiens, c'est drôle. C'est vrai que j'ai fait plein d'albums, j'ai plein de lecteurs, mais quand j'étais plus jeune, oui, c'est vrai. Mais je crois que ça vient aussi du milieu, disons, socio-culturel, entre guillemets, d'où je viens. C'est vrai que dans ma famille, absolument personne, des deux côtés, que ce soit le côté breton ou le côté syrien, absolument personne n'avait jamais eu la moindre prétention artistique, je sais pas, jusqu'au paléolithique. Je sais même pas si à l'époque, quelqu'un gravait sur les murs des trucs. Mais personne n'avait jamais essayé même de s'exprimer
d'apprendre un instrument, il n'y avait pas de livre chez moi. Par exemple, mon père, qui pourtant avait fait des études et était censé être docteur en histoire, il n'avait pas un livre. Je n'ai jamais vu un livre, je ne l'ai jamais vu ouvrir un livre. Je ne sais pas comment il avait... Voilà, donc c'est vrai que cette idée que je me suis trouvé à l'adolescence de devenir auteur et de faire des livres, parce que j'aimais les objets, j'aimais le refuge qu'ils offraient, bah, je me suis choisi cette voie-là, mais elle correspondait à un monde totalement inconnu. Ouais, c'était vraiment de sauter de l'autre côté d'une rive, dans le vide, en fait. Voilà. Et c'est vrai que cette angoisse-là, je l'ai toujours un petit peu. Enfant, vous étiez fan de Hergé, mais aussi Druillet, Loisel ou encore Moebius, avec cette idée que la SF est quand même un genre important. La SF, est-ce qu'elle sera peut-être le futur d'ailleurs d'un auteur qui jusqu'ici s'est surtout, mais pas seulement, mais surtout retourné vers son passé? On écoute Moebius. Quand on fait de l'art abstrait, par exemple, comment amener la notion de faire mieux? Quand on fait par exemple de l'art académique, le mieux, on peut le concevoir, c'est-à-dire mieux faire les clairs-obscurs, mieux faire les modelés, mieux respecter la perspective. Mais quand on fait de l'abstraction ou qu'on fait du conceptuel, comment faire de mieux? Eh ben, c'est d'être mieux éveillé, plus proche de soi-même, plus proche du monde. Alors par quoi ça passe chez vous, cet éveil de la conscience? Alors, oh là là, ça c'est vraiment toute une vie avec des aventures, c'est des rencontres, c'est le rapport avec les enfants, la famille, les voisins, les copains, avec en même temps une certaine désinvolture, parce qu'à ce niveau-là, je suis extrêmement riche en rencontres, en amour et en amis. Alors, je leur cours pas après. C'est vrai que je les laisse venir. Et quand ils viennent, je suis content. Quand ils viennent pas, ben, je m'inquiète pas. Vous voyez, je suis plus capable d'être seul. Je suis capable d'être avec les autres. Ça n'a pas toujours été bien parce que ça a été aussi une forme d'indifférence. Je me le suis reproché plusieurs fois parce que le dessin, c'est quelque chose qui, malgré tout, fait qu'on se retourne sur soi-même et on est... Alors évidemment, c'est pour ça que l'hygiène, c'est de s'ouvrir au monde au maximum, par tous les moyens. Mais là, maintenant, d'une certaine façon, dès que je dessine, je plonge dans un état méditatif immédiat. Voilà, vous aussi, vous avez commencé en bande, Riyad Sattouf, puis plus en solitaire, avant de commencer à raconter aussi votre jeunesse à vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez la nécessité de vous ouvrir au monde? Parce que ça va être la grande question. Le 6e étant aussi le dernier album de l'Arabe du futur, le 8e et avant-dernier des Cahiers d'Esther paraît aujourd'hui, comme vos 2 personnages principaux. Vous avez vous aussi grandi. Comment l'auteur Sattouf envisage-t-il l'après? Il va me falloir un petit peu d'oxygène, Olivia. Je vais faire un petit malaise. L'angoisse m'assaille. On n'a jamais dit que ce serait une partie de plaisir, cette interview. Non, mais j'avoue que je n'y pense pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai décidé de déléguer complètement mon envie de faire des livres ou mon moteur à une sorte de pulsion inconsciente. Je sais pas. Par exemple, j'adore. C'est une métaphore. En fait, vous savez pas du tout ce que vous allez faire après. Non, pas du tout. Et alors, vous savez, j'adore. Mais vous êtes complètement angoissé. C'est la page blanche en ce moment. Non, parce que j'ai pas peur de. Oui, j'adore Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Et vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, si vous l'avez lu, il y a un moment où les 3 petits hobbits, les hobbits, quand ils quittent leur village, ils se retrouvent dans une auberge qui s'appelle l'auberge du Poney Fringant. Et dans cette auberge, il y a Monsieur Poire de Beurré qui attend. Et en fait, c'est un carrefour. C'est un espèce de lieu où arrivent à la fois les rôdeurs, des gens bizarres, etc., les hobbits, des nains, etc. C'est comme un relais routier, par exemple. Et chacun raconte son histoire et raconte d'où il vient et les dernières nouvelles du monde. Et ben moi, j'ai parfois l'impression que quand je fais des bandes dessinées, je suis un peu comme Monsieur Poire de Beurré. Vous voyez, je suis dans une auberge et j'attends que des histoires arrivent et m'arrivent. Mais peut-être qu'elles n'arriveront plus, mais j'entretiens mon auberge, je suis bien. Comme disait Moebius, et c'est un super conseil, de s'ouvrir au monde, en effet, parce que quand on est dessinateur, on a tendance à se renfermer sur soi. On passe toute la journée seul avec sa tête et ses idées et ses petits dessins. Il y a juste son poignet qui bouge. On peut rapidement ne plus avoir d'amis ou plus s'intéresser à... Voilà. Et je pense qu'il faut en effet garder un rapport au monde sain, voilà, et s'intéresser à autre chose que le dessin et la bande dessinée. Et
l'inconscient, peut-être, s'il le daigne, nous offrira des histoires. Mais j'avoue que je ne maîtrise pas cette part-là. Mais Monsieur Satouf se sent prêt. Ah ben, je suis tout à Ça y fait est, prêt, voilà, tout ouvert. à fait. Je n'ai pas peur, voilà. Très bien. Donc c'était du pipeau ce que vous avez raconté, comme dirait Esther, hein, pour le pipeau. Non, ça marche encore, Le ça, en pipeau, 2023? ouais, c'est 1992. C'est complètement ringard. C'est pas grave. Bon, bref, c'était du pipeau, lol. Comme dirait Esther, c'est cette idée que vous avez 50 000 projets et que le meilleur est à venir. Non, mais ce que Le je veux- meilleur est peut-être à venir, mais c'est pas encore écrit. Non, mais ce que C'est je veux dire, futur. c'est qu'en effet, j'ai beaucoup de projets, mais je suis pas tendu à me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire disons que j'ai tellement d'angoisse déjà au naturel que je me rajoute pas celle des histoires. de La la prochaine. science-fiction, ça vous tente? Ah oui, j'adore. Mais là, pareil, ça fait des années que j'aimerais faire de la science-fiction. Et souvent, j'ai même écrit plusieurs projets dans ce sens-là. Et il y a toujours un moment où une part profonde de moi arrive et me dit, tiens, t'es gentil avec ta science-fiction, mais on va le mettre de côté et tu vas plutôt faire ça. Et c'est ainsi que j'avais fait Le Jeune Acteur avec Vincent Lacoste. Voilà, il y a une part profonde qui s'exprime, elle est plus présente et plus puissante que la conscience, quelque part. Le Jeune Acteur, histoire vécue, du tournage des Beaux Gosses à cette amitié que vous avez gardée avec Vincent Lacoste. Les Cahiers d'Esther s'autodéfinissent aussi comme une BD réaliste. Qu'est-ce que ça implique? En quoi ce choix-là vous engage? Que la science-fiction permettra peut-être de quitter, justement, comme contrainte. Bah, c'est vrai que quand on fait, en tout cas dans mes bandes dessinées qui s'inspirent de faits réels, ma responsabilité est quand même de dissimuler la réalité pour qu'on ne retrouve pas les personnages, on ne retrouve pas les vrais événements, les vrais gens. Je veux pas leur nuire. C'est pas une bande dessinée qui est censée être une vengeance ou un. Même si Esther parfois elle me dit mais tu devrais mettre le vrai nom des gens parce que c'est des connards ou des trucs comme ça. Puis je dis non mais on peut pas. Faut dissimuler les choses. Et c'est vrai que la responsabilité un petit peu que je me mets, il y a aussi une autre responsabilité qui est arrivée avec les années. Et je dois bien admettre qu'elle est quand même présente, c'est que quand j'ai fait et l'Arabe du futur et les Cahiers d'Esther, je n'ai jamais pensé à faire une bande dessinée qui s'adresserait aux jeunes. Même si les Cahiers d'Esther, ça raconte l'histoire d'une jeune personne, ça a été imaginé comme une bande dessinée adulte, parce que les histoires d'enfants ne sont pas toujours pour les enfants. Et sauf qu'il y a énormément d'adolescents et de jeunes qui se sont mis à lire Esther. Et donc parfois, je me dis, mais il y a beaucoup d'enfants qui lisent ces bandes dessinées-là, il faut que je fasse attention à ce que je raconte et à la façon dont je les tourne. Et je n'y pensais pas forcément Oui, quand j'ai publié commencé. d'ailleurs dans un journal adulte pour Adulte, tout à Esther, fait. c'est-à-dire dans l'Obs. Et c'est vrai que les ados ou les grands-enfants piquent l'Obs à leurs parents pour lire les Cahiers d'Esther et pas forcément le dossier qui est en couverture. Alors justement, le rapport bande dessinée, le rapport presse, on va écouter une autre de vos grandes inspirations, peut-être. C'est André Franquin, maintenant que vous êtes Grand Prix du Festival d'Angoulême. Allons-y. On vous offre une certaine lignée. Oui, on dessine beaucoup pour soi. Je crois qu'on dessine toujours pour soi, mais on ne peut pas toujours exprimer dans les journaux tels qu'ils sont actuellement tout ce qu'on voudrait dessiner. C'est impossible. Je crois qu'on dessine pendant de très longues années pour l'enfant qu'on était quand on était soi-même lecteur de bande dessinée. Seulement, évidemment, on mûrit un peu et alors on a d'autres préoccupations, forcément. C'est un plaisir. Je crois qu'on fait d'abord de la bande dessinée pour soi-même. Je crois que quand on fait de la bande dessinée, on est un peu un enfant prolongé qui se dessine des histoires à soi-même pour s'amuser d'abord. Et je crois que c'est pour ça que ça amuse d'autres enfants et d'autres adultes parfois. Ça leur apprend des choses, oui. Peut-être bien, oui, je ne sais. Ce n'est pas le souci du créateur de bande dessinée. Le souci, c'est plutôt la farce. Enfin, pour une série comique comme Gaston, chaque semaine, on fait une farce à un certain nombre de lecteurs. Évidemment, des séries qui se déroulent dans l'époque actuelle, on exprime son époque, je crois, même inconsciemment. J'ai l'impression, oui, parce qu'on se sert des éléments de l'époque, évidemment. On est amené peut-être à la critiquer un petit peu, même sans le vouloir. Je ne crois pas que Gaston soit fait spécialement pour critiquer la société. Il est fait surtout pour faire rire, évidemment. Où je ris facilement, j'aime rire. Je crois que le rire est absolument nécessaire et indispensable qu'il est. Comment dire? On a besoin de rire, c'est évident. Vous aimez faire rire? Alors j'adore que des lecteurs rient en lisant mes bandes dessinées, et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pas parlé dans la responsabilité, mais je trouve que
je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses pour être drôle. Est-ce que vous êtes Voilà. votre premier rieur? Alors, pas vraiment, parce que je suis assez difficile à faire rire, mais j'essaye toujours de rajouter de l'humour. Voilà, je trouve qu'une histoire sans humour, c'est quand même une histoire qui manque de sel, le rire, c'est rare en fait. Il y a assez peu de choses drôles. À Charlie Hebdo, pour La vie secrète des jeunes, Fluide glacial pour Pascal Brutal, L'Obs pour Les cahiers d'Esther, vous avez choisi d'abord de feuilletonner, presque dans la grande tradition, vos histoires, avant de les publier en album, en bande dessinée, avec peut-être ce sentiment que c'est à la fois autonome et complémentaire comme démarche. Oui, puis il y a aussi l'idée, c'est presque une idée un petit peu sportive de la répétition de quelque chose qui vous force à vous mettre dans un rythme et vous oubliez que vous êtes en train de le faire. Parce que quand on est auteur de BD, on est seul dans son bureau, on peut rapidement se dire tiens, je vais faire une page et puis je vais aller faire autre chose, je vais aller me promener ou je vais... Le fait d'avoir un rythme hebdomadaire qui nous donne un ordre un petit peu, ça permet de ne pas penser à ce qu'on fait, de se concentrer sur l'histoire, enfin sur le dessin qu'on a à faire, de pas avoir d'hésitation au travail, je dirais. Voilà. Les cahiers d'Esther, histoire de mes 17 ans. Elle a 17 ans et c'est vrai que la politique, ça l'intéresse encore pas trop. Ça intéresse par contre ses parents, entre un père merluchoniste et une mère macroniste. Elle, pour elle, c'est surtout ce qui lui laisse la possibilité de passer plus de temps, 24 heures sur 24, sur son tel. Ce qui a changé en 30 ans, Riyad Sattouf, et on s'arrêtera là-dessus. Alors c'est évidemment, bien sûr, le retour de la guerre aux portes de l'Europe, et vous le racontez. Page 24 de cette bande dessinée, c'est une vraie préoccupation pour cette génération qui n'a connu que la paix, mais c'est aussi la place qu'ont pris les écrans, le rapport aux écrans omniprésent dans les cahiers d'Esther. C'est la présidentielle donc qui accapare les parents rivés sur le petit écran et qui permet à Esther de ne pas avoir son temps d'écran limité et passer à 24 heures sur 24 sur son tel. Mais c'est aussi Gaëtan et sa tablette qui soudain se met à parler comme un espèce de charretier. Asila, ferme ta bouche, toi, casse-moi pas les couilles. Il n'a que 7 ans. Vous le faites très bien. Et qu'est-ce qu'elle a? J'ai essayé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Esther? Eh ben, elle va directement le dénoncer à ses parents. Elle rend un rapport précis et détaillé. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça complexifie le réel. Et c'est vrai que dans les cahiers d'Esther, c'était ça aussi que je voulais montrer, à quel point c'est difficile de se construire quand on est en permanence sollicité, on a accès à tout, en fait. Voilà. Elle a accès à tout très facilement. Elle peut voir toute chose, tout le temps sur son téléphone. Donc à quoi bon? Ça, c'est la grande différence avec le Riyad Sattouf de l'Arabe du futur et des années 90. Bah oui, aujourd'hui, vous êtes dessinateur, vous créez une page Instagram. Moi, à l'époque, il fallait que j'envoie des photocopies par la poste. J'attendais 2 mois. Enfin voilà, le monde était beaucoup plus grand dans les années 90. On terminera là-dessus. Merci 1000 fois, Riyad Merci à vous Sattouf, d'être passé dans ce club.